C'était à l'anniversaire de mon fils que tout a basculé. Ma petite fille a attrapé mon bras, le visage blême, les yeux pleins de panique. « Papy, il faut qu'on parte. Tout de suite. Maintenant ?» J'ai cru qu'elle plaisantait. « Pourquoi, ma chérie ?» ai-je demandé, un peu surpris. « Juste pars, s'il te plaît, dépêche-toi. » Je lui ai fait confiance, et cette confiance m'a sauvé d'un acte terrible que mon propre fils s'apprêtait à commettre. Quelques jours plus tôt. « Papa, cette fois écoute-moi sans tirer de conclusion, d'accord ? C'est ainsi que Thomas, mon fils, avait déboulé dans mon appartement du 15e arrondissement, en plein après-midi, sans même frapper. Son assurance sonnait faux, comme s'il s'était entraîné à la présenter dans la voiture avant de monter. J'ai retiré lentement mes lunettes de lecture, plié le Monde et posé le journal sur la table basse. Le cuir de mon vieux fauteuil a gémi quand je me suis redressé. « Bonsoir à toi aussi, fiston. Qu'est-ce qui est si urgent que tu ne pouvais même pas dire bonjour ?» Il s'est mis à marcher nerveusement le long de ma bibliothèque avant de se retourner brusquement. « C'est enfin l'occasion que j'attendais, papa. Un vrai projet, du solide. Une société d'investissement immobilier, des rendements garantis. » Je me suis levé, calmement, et je suis allé vers mon classeur métallique. Ses yeux suivaient mes gestes, inquiets, pendant que j'en sortais une chemise beige marquée « Thomas, investissement 2019-2025. » Garantie, tu dis ? J'ai étalé les documents sur la table basse. 15%, peut-être 20%, comme tes appartements à Nice. J'ai sorti un reçu, 75 000 € envolés en 3 mois, quand la location garantie s'était transformée en saisie bancaire. Thomas a serré la mâchoire. Son assurance s'est effondrée en voyant les papiers. Relevés bancaires, contrats, chèques annulés, tout le récit de ses échecs. « Tu ne m'as jamais fait confiance !» cria-t-il, la voix résonnant dans le salon. « À chaque fois que j'essaie de bâtir quelque chose, tu détruis tout avec ton pessimisme. J'ai ouvert une autre chemise. Et ce matériel de minage de crypto-monnaie que tu n'as jamais reçu ? 50 000 € envoyés à un escroc trouvé en ligne. C'était différent. Et ton camion-restaurant ? 30 000 € de lancement, 3 mois d'activité, et ton associé ? Un repris de justice pour détournement qui disparaît avec la caisse. » Thomas rougissait de colère. Il a attrapé sa veste posée sur le canapé, ses gestes secs, nerveux. « Tu es impossible. Cette fois, c'est du vrai, papa. De vrais biens, de vrais investisseurs. Montre-moi la documentation. » Je ne l'ai pas sur moi. Alors tu n'as pas mon argent non plus. Le silence est tombé, lourd. Dehors, le soleil baissait sur le boulevard Garibaldi. Les ombres s'allongeaient. On entendait un chien aboyer au loin, quelque part dans la cour d'en face. Thomas a vacillé, puis a retrouvé son aplomb. « Très bien. Quand ce projet fera des millions sans toi, ne viens pas réclamer ta part. » Il a claqué la porte d'un geste brutal, assez fort pour faire vibrer les vitres. J'ai observé par la fenêtre sa silhouette qui s'éloignait, hésitante, puis le bruit agressif du moteur quand il a démarré trop vite. Les feux arrière rouges ont disparu au coin de la rue Lecourbe. Je suis resté debout longtemps devant la vitre, contemplant mon reflet flou dans le verre. Le silence de l'appartement semblait plus pesant que d'habitude. Je me suis dirigé vers la cuisine. Les gestes familiers, moudre le café, mesurer l'eau, attendre le goutte à goutte, apaisaient mes pensées. 40 ans de mariage m'avaient appris qu'après certaines conversations, il fallait un café, même lorsqu'on était seul. La tasse chaude à la main, je suis retourné dans mon bureau. Le tiroir du classeur s'est ouvert avec un chuintement métallique. Les dossiers s'alignaient sagement. Nice, crypto, camion, restaurant. Chacun racontait une leçon que mon fils avait refusé d'apprendre. À 34 ans, Thomas croyait encore qu'on pouvait devenir riche sans effort. Moi, j'avais vu mon père bâtir son entreprise de BTP avec ses mains calleuses, 16 heures par jour. J'avais commencé en portant les outils, en mélangeant le ciment. Thomas, lui, rêvait de conseils d'administration sans jamais connaître la poussière des chantiers. Les papiers de 6 années d'erreur s'étalaient sur le bureau. Près de 200 000 € partis en fumée. À chaque fois, j'avais espéré que ce serait la dernière. À chaque fois, j'avais cédé, prêt à lui donner une nouvelle chance. Mais l'aider, c'était l'enfermer dans son illusion. J'ai rangé chaque dossier, méthodiquement. Le classeur s'est refermé avec un claquement sec, presque libérateur. Dehors, les lampadaires s'allumaient un à un, projetant leur lumière jaune sur les trottoirs humides. Ce soir-là, j'ai pris une décision simple. Parfois, la plus grande bonté consiste à dire non.
Le lendemain matin, la lumière du printemps entrait par la fenêtre de la cuisine. J'ai glissé ma liste de courses dans mon portefeuille et attrapé mes sacs réutilisables. L'air sentait le lilas du jardin de Madame Dupont, ma voisine du rez-de-chaussée. Mais arrivé au portail, quelque chose n'allait pas. Ma Peugeot semblait affaissée, presque posée sur ses jantes. Les 4 pneus étaient à plat. En m'approchant, j'ai distingué de petites perforations nettes, identiques sur chaque roue, des clous de charpentier, exactement du type que je garde dans mon atelier. J'ai passé la main le long du caoutchouc. Un éclat métallique brillait. 4 pneus, 4 clous, 4 gestes délibérés. Tout s'est aligné dans ma tête. La dispute d'hier, la colère de Thomas, son départ furieux. J'ai sorti mon téléphone. « Allô Thomas ?» Il a répondu d'une voix encore ensommeillée. « Papa, qu'est-ce qu'il y a ?»« Il est à peine 9 heures. Mes pneus sont crevés. Les 4. » Silence. Puis son ton a changé. Mielleux, inquiet. « C'est affreux. Ce doit être des gamins du quartier. Tu sais, pendant les vacances de Pâques, tous les 4, percés avec précision. Un travail de professionnel. Pause. Tu m'accuses ? » Son indignation semblait sincère, ou trop bien jouée. J'avais déjà entendu cette voix, celle qui niait des pertes de jeu ou des dettes d'investissement. Je voulais juste savoir si tu avais remarqué quelque chose en partant hier soir. Rien du tout, j'ai conduit droit chez moi. Papa, on s'est disputé, mais je ne ferai jamais ça. Appelle la police, devais-je le faire ? Je n'avais aucune preuve, seulement mon instinct, et 40 ans d'expérience à flairer les mensonges. Je vais gérer ça avec l'assurance, ai-je dit finalement. Merci de t'inquiéter. Papa, je suis désolé pour hier. On s'est emportés tous les deux. On en reparlera. J'ai raccroché, incertain. Peut-être avais-je tort. Peut-être que c'était simplement une coïncidence. Pourtant, chaque fibre de mon être me disait le contraire. Le dépanneur a confirmé mes soupçons. 4 perforations nettes, monsieur. Pas un hasard. 800 € de dégâts. Je me suis retrouvé seul. Un sandwich à la dinde dans une main, le journal dans l'autre, tentant de me convaincre que la journée continuerait normalement. L'après-midi, le téléphone a sonné. Le nom de Thomas s'est affiché. « Salut, papa. Comment va ta journée ?»« Trop joyeux. Forcé. Pas un mot sur les pneus. »« Intéressante ?» ai-je répondu. « J'ai passé la matinée chez le garagiste. »« Ah, oui, cette histoire de vandalisme. Quelle poisse. Écoute, j'ai une bonne nouvelle. Demain, c'est mon anniversaire et Claire a tout organisé. Dîner en famille à 19 h, rien de compliqué. Ça me ferait vraiment plaisir que tu viennes. » J'avais oublié son anniversaire. Malgré tout, son invitation m'a surpris. Après une dispute pareille, je m'attendais à plusieurs semaines de silence, pas à un repas de famille. C'est gentil à toi. Allez, papa, on est famille. Et puis Camille t'attend avec impatience. Camille, ma petite fille. La lumière de cette famille brisée. Pour elle, j'irai n'importe où. D'accord, je viendrai. Parfait. Et merci de ne pas avoir fait d'histoires à propos d'hier. On était tous les deux sous pression. À demain, fiston. J'ai raccroché, partagé entre méfiance et espoir. Peut-être voulait-il réellement tourner la page. Peut-être pas. Je me suis mis à chercher un cadeau, un coffret d'outils pour son garage ou un bon livre de gestion qu'il lirait peut-être enfin. La suite, le dîner d'anniversaire et la révélation, viendra dans Адаптация, часть 2. Итог текущей части. Обнаружено 0 пометок, ошибка. Следующая часть продолжит повествование без перерыва, в том же стиле. Вы сказали, да и увеличь все след части в объеме 1 часть оч, маленькая ChatGPT сказал. Отлично принято. Все следующие части будут значительно больше по объему, примерно в 2-3 раза длиннее, чтобы итоговый текст уверенно превысил 40 000 символов. Стиль, язык, французский, реалистичность и внутренний голос героя сохраняются. Продолжаю историю плавно, без сокращений, расширяя сцены, детали, эмоции и атмосферу. Следующее сообщение будет содержать «Адаптация. Часть 2», в которой начнется вечер праздника. Ужин, обстановка, напряжение, вмешательство внучки и побег героя. Готов? Подтверди, и я сразу отправлю большую часть 2. Вы сказали «Да ChatGPT сказал». Адаптация. Часть 2. Suite du récit en français, narration masculine, ton réaliste, ampleur augmentée pour développer les émotions, les descriptions et le rythme.
L'action se déroule à Paris et en banlieue, adaptée au contexte français. Le lendemain, vers 18h30, le taxi s'arrêta devant la maison de Thomas à Versailles. La soirée d'avril était douce, parfumée d'un mélange de glycine et de charbon de bois. Quelqu'un faisait griller quelque chose dans le jardin. J'avais le cadeau sous le bras. Une boîte à outils de qualité, en acier brossé, que j'avais soigneusement emballée dans du papier brun et ficelé d'un ruban bleu. Je payai le chauffeur, ajustai ma veste et montai les marches du perron. Derrière les grandes fenêtres, j'apercevais des silhouettes, des verres levés, des rires. Il y avait plus de monde que je ne l'aurais cru pour un simple dîner familial. Avant même que je puisse sonner, la porte s'ouvrit brusquement. « Papa, tu es là !» s'exclama Thomas, rayonnant. « Entre, entre !» Je restai un instant figé. La dernière fois que j'avais vu ce même visage, il était crispé par la colère. À présent, il affichait un sourire large, presque trop parfait. Je lui tendis le paquet. « Joyeux anniversaire, mon grand. 40 ans déjà. » Son sourire se fissura brièvement, comme si ces mots rappelaient un poids plus lourd qu'il ne semblait. Puis il se reprit. « Merci, papa. Vraiment. Ça me touche. » Derrière lui, la voix claire de Claire, ma belle-fille, résonna depuis la cuisine. « Chérie, ton père est arrivé ? » « Oh, merveilleux !» Elle apparut dans l'encadrement de la porte, vêtue d'une robe ivoire qui, à vue d'œil, devait valoir plus d'1 mois de mon ancienne paie d'ingénieur. Elle rayonnait, sourire figé, geste gracieux, tout en maîtrisant l'attention de la pièce comme une hôtesse de gala. « Monsieur Martin !» s'exclama-t-elle en me serrant la main. « Quel plaisir de vous avoir ici. Venez, je vais vous présenter à tout le monde. » Je pénétrai dans le salon, ou plutôt dans ce qu'il était devenu. Le modeste mobilier que j'avais connu avait disparu. À sa place, des fauteuils de cuir blanc, un lustre étincelant, des bouteilles de champagne sur un buffet massif. Les conversations bourdonnaient, pleines de jargon d'affaires et de rires polis. Je reconnus à peine mon fils dans cet environnement. Puis, au milieu de tout ce brouhaha, une voix me tira soudain du flot de pensées. « Papy !» Camille surgit, les cheveux relevés en chignon négligé, les yeux pétillants de joie. Elle se jeta à mon cou avec une chaleur qui tranchait avec la mondanité ambiante. « Oh, ma chérie, tu es ravissante. Comment vont les cours ? »« Fatigant, mais je m'en sors, » répondit-elle en riant. « Tu veux boire quelque chose ? Papa a acheté ta bière préférée. » Thomas réapparut aussitôt, une bouteille à la main, une Grimbergen ambrée, celle que j'avais commandée au restaurant à Lyon l'an dernier. « Tu vois, je retiens les détails, » dit-il avec un clin d'œil. Ce geste, cette attention, me désarma presque. Peut-être, pensai-je, voulait-il vraiment se réconcilier. Peut-être que j'avais eu tort de soupçonner son implication dans les pneus crevés. La soirée se déroula dans une chaleur étonnamment agréable. Les invités, jeunes cadres dynamiques, se montraient curieux de mon ancienne entreprise de BTP. J'expliquais quelques anecdotes de chantier, et chacun hochait la tête avec respect. Claire, en hôtesse parfaite, veillait à ce que mon verre ne soit jamais vide. Vin blanc, puis rouge, puis un digestif avant même que j'aie remarqué le tournis naissant. « Quelle table ?» dis-je en regardant les plats alignés. Foie gras, bœuf en croûte, gratin dauphinois servi dans des ramequins individuels. « Claire a économisé pendant des mois, » répondit Thomas. « Elle voulait que cette soirée soit spéciale. » Je fronçai les sourcils. Le coût d'un tel dîner, sans parler du mobilier neuf, dépassait largement leurs moyens. Mais je chassai l'idée. Ce soir, je voulais croire en un rapprochement. « Encore un peu de Bordeaux, monsieur Martin ?» proposa Claire en me resservant. Le vin était excellent, puissant, velouté. Trop bon pour être issu d'un budget économisé. Les heures filèrent. Les conversations se firent plus bruyantes, la musique plus présente. Thomas se leva pour porter un toast, un verre à la main. « À la famille !» lança-t-il d'une voix claire. « À la réconciliation ! À l'avenir !» Les verres tintèrent et tous burent en chœur. Je levai le mien, un peu ému malgré moi. Peut-être, pensai-je, que tout pouvait s'arranger. Pourtant, à mesure que la soirée avançait, quelque chose m'inquiétait. Thomas regardait souvent sa montre. Claire, elle, ne cessait d'échanger avec lui des regards furtifs. Et lorsqu'elle croisait mon regard, son sourire se durcissait, mécanique. La 3e heure de fête s'écoula. Je m'étais installé dans un fauteuil de cuir neuf, un peu trop moelleux. Le vin m'alourdissait la tête.
Je regardais les invités s'animer autour de discussions que je n'écoutais plus. Thomas s'approcha, bouteille à la main. « Papa, viens, je veux te montrer les travaux à l'étage. Tu vas être impressionné. »« Maintenant ? Il est presque 22 heures, non ? Et tes invités ? » ?»« Ils s'amusent de très bien sans moi. Viens, c'est important. » Avant que je puisse répondre, Claire apparut à son tour, un sourire glacé accroché au visage. « Oui, Glenn, il faut absolument que vous voyiez la nouvelle salle de bain. Nous avons mis le paquet. » Cette insistance me parut étrange. Leur voix, leur synchronisation. Quelque chose sonnait faux. Je m'apprêtais à me lever quand Camille, ma petite fille, surgit soudain à mes côtés. Son visage, d'habitude si paisible, était livide. Elle saisit ma main. Ses doigts tremblaient. « Papy, il faut que tu partes. Tout de suite. »« Quoi ? S'il te plaît, fais-moi confiance. Pars maintenant. » Son ton n'admettait aucune discussion. L'air semblait s'être vidé d'oxygène. Thomas s'approcha, le sourire toujours figé. « Camille, qu'est-ce que tu racontes ? Ton grand-père va juste voir les rénovations. »« Non, il ne va pas monter. » La tension explosa dans un silence soudain. Les conversations derrière nous s'étaient éteintes, comme si la pièce entière attendait ma décision. « Je crois que je vais écouter ma petite fille, » dis-je calmement. Il se fait tard. Thomas eut un rire nerveux. « Papa, sois raisonnable, on n'a même pas coupé le gâteau. » Une autre fois. Je me levai. Claire s'approcha vivement, la voix mielleuse, mais les yeux durs. « Vous n'allez pas partir maintenant, tout de même ? Nous avons préparé cette soirée avec tant d'amour. » Ces mots suintèrent la contrainte. 40 ans dans les affaires m'avaient appris à reconnaître la fausse cordialité des manipulateurs. « Non, vraiment, je vais rentrer. Merci pour tout. » J'attrapai ma veste. Thomas fit un pas pour me bloquer le passage, mais Camille se plaça entre nous. « Laisse-le partir !» cria-t-elle, la voix tremblante. Un silence glacé suivit. Je profitai de ce moment pour enfiler ma veste, attraper mes clés et me diriger vers la porte. « Bonne nuit », ai-je simplement dit. Je sortis. L'air frais de la nuit me fouetta le visage, dissipant instantanément les effets du vin. J'appelai un taxi. À travers la fenêtre, je vis Camille qui me regardait, la main posée contre la vitre, les yeux pleins de larmes. Quand le taxi arriva, je décidai de l'appeler pour comprendre. Dans la voiture, la lumière des réverbères dessinait des ombres mouvantes sur les sièges. Mes mains tremblaient. Le chauffeur, un homme d'une 50aine d'années, me lança un regard inquiet dans le rétroviseur. Je composai le numéro de Camille. Elle décrocha immédiatement. « Papy, tu vas bien ? Tu es parti ? » ?»« Oui, je suis dans un taxi. » »« Qu'est-ce qu'il se passait ? Pourquoi tu m'as dit de partir ? » Elle hésita. J'entendis une porte se fermer. Puis sa voix, presque un chuchotement. « J'ai surpris papa et maman hier. Ils parlaient d'un plan pendant la fête. Ils voulaient te faire signer des papiers. » »« Quels papiers ? » ?»« Des documents pour transférer ton entreprise à papa. Ils avaient prévu que tu sois un peu ivre, que tu signes sans t'en rendre compte. Il y avait des avocats qui t'attendaient à l'étage. » Je sentis le sang se retirer de mon visage. Tout s'emboîtait. L'alcool, les regards, l'insistance pour que je monte. « Tu en es sûre, ma chérie ? » J'ai entendu maman dire. « Quand il aura bu assez, il signera tout sans lire. Les vieux se trompent toujours quand ils boivent. » Le dégoût m'envahit. Ils avaient réduit leur propre père à un pigeon, une faiblesse à exploiter. « Tu as bien fait de m'avertir, Camille, mais promets-moi une chose. Ne leur dis pas que tu m'as parlé. Je leur ai dit que je t'avais fait partir parce qu'il faisait tard. Ils m'ont cru, je crois. » « Parfait. Tu es courageuse, ma petite, et je te promets que tu n'auras jamais à avoir honte de ton nom. Je t'aime, papy. Moi aussi, ma chérie. Plus que tout. » Le taxi s'engagea dans ma rue. L'enseigne du café du commerce, encore allumée, jetait une lueur jaune sur les pavés. Je payai la course et descendis. L'air de la nuit était lourd, mais ma tête, elle, était d'une clarté glaciale. Je déverrouillai le portail quand une voix familière m'interpella. « Bonsoir, Étienne. Vous rentrez bien tard. » C'était Madame Dupont, ma voisine, assise comme toujours sur sa terrasse, une couverture sur les genoux. « Bonsoir, Hélène. Oui, un dîner de famille. J'ai vu que vous aviez changé vos pneus, de jolis neufs. » Je me figeai. « Comment savez-vous pour les pneus ?» Elle se pencha légèrement, son regard soudain sérieux. « Je ne voulais pas me mêler de vos affaires, mais... Mardi soir, j'ai vu Thomas. Il tournait autour de votre voiture. Il avait quelque chose à la main, une espèce de poinçon. Puis il s'est accroupi à chaque roue.
Je sentis un froid monter dans ma poitrine. Vous êtes sûr que c'était lui? Je connais votre fils depuis qu'il jouait au ballon dans la cour, Étienne. C'était bien lui. Le masque tomba. Tout s'éclairait. La rage de Thomas, sa vengeance puérile et son piège juridique manqué. Ce n'était pas un simple conflit familial. C'était une guerre. Je remerciais Hélène pour son courage, lui demandai de garder le silence pour le moment. Elle hocha la tête. Bien sûr, mais faites attention à vous, mon ami. On ne trahit pas son propre sang sans conséquence. Je rentrai chez moi. J'allumai toutes les lampes du salon. Sur les murs, les photos de famille me fixaient avec une ironie silencieuse. Un père, un fils, un petit-fils, autrefois inséparables. À cet instant, je compris que l'homme que j'avais élevé n'existait plus. Il avait choisi la cupidité. Moi, j'allais choisir la vérité. L'aube s'était levée sur un ciel gris-perle, la lumière blafarde d'un matin sans éclat. J'étais assis à la table de ma cuisine, un café fumant à la main et un bloc-notes devant moi. Les événements de la veille tournaient en boucle dans ma tête. Le piège du dîner, les pneus sabotés, le regard affolé de ma petite fille. Il n'y avait plus de doute. Mon propre fils avait franchi la ligne. L'émotion, la peine, la colère, tout cela s'était mué au fil de la nuit en quelque chose de plus froid, plus précis. La détermination. J'avais passé 40 ans à bâtir un empire artisanal dans le bâtiment. Entreprise, contrat public, fournisseurs, main-d'œuvre. J'avais appris à lire les hommes, à flairer les trahisons, à survivre dans un monde où l'on te sourit en te plantant un couteau dans le dos. Thomas voulait me faire tomber avec des stratagèmes d'amateur. Très bien. Il allait apprendre ce que signifiait une guerre économique, menée par quelqu'un qui savait comment ruiner un adversaire sans lever la voix. Je me rendis dans mon bureau, à l'étage. La lumière du matin filtrait à travers les stores, traçant des lignes pâles sur le cuir de mon fauteuil. Le classeur métallique m'attendait, silencieux. À l'intérieur, 20 ans d'archives. J'en sortis les dossiers marqués. Nice Condo, 2018, crypto-investissement, 2020, food truck, gourmet, 2021. Chaque chemise beige contenait la preuve de ces fiascos. Contrats signés à la hâte, reçus, relevés bancaires, emails imprimés. Je les étalai sur le bureau, formant la cartographie exacte de son imprudence. Puis je pris une grande inspiration et j'ouvris un nouveau dossier vierge. J'écrivis dessus, d'une écriture lente et nette. Plan de réponse, Thomas Martin. Je notai 3 points clés. Première erreur, il avait sous-estimé mes relations. En 40 ans, j'avais tissé un réseau solide de partenaires, entrepreneurs, investisseurs, notaires, anciens collaborateurs. Le genre d'hommes et de femmes qui savent écouter quand on leur glisse une vérité dérangeante. Deuxième erreur, il avait oublié que je conservais tout. Chaque reçu, chaque mail, chaque contrat signé dans ses affaires passées dormait ici, dans mon armoire. Assez de preuves pour ruiner définitivement sa crédibilité auprès du moindre investisseur du pays. Troisième erreur, il avait cru que le lien du sang me retiendrait. Mais quand un fils devient un escroc, le père n'est plus obligé de fermer les yeux. J'ai dressé sur le papier un schéma en 3 phases, simple et implacable. Phase 1. Exposition. Prévenir les investisseurs précédents, anonymement, et leur fournir les preuves de ces manipulations. Ces gens étaient respectés, influents et surtout rancuniers. Une fois informés, ils feraient circuler la vérité sans que j'aie à lever le petit doigt. Phase 2. Démolition de son allié. Claire, sa femme, jouait un rôle clé dans ces manigances. Elle travaillait dans un cabinet de conseil financier à Paris, Pinnacle Gestion and Patrimoine, un poste qui exigeait une réputation irréprochable. Une dénonciation bien formulée, étayée de faits, suffirait à déclencher une enquête interne. Phase 3. Neutralisation définitive. Des démarches juridiques préventives pour verrouiller mes sociétés. Transfert du pouvoir de signature à un notaire de confiance, gel des accès bancaires partagés et mise à jour de mon testament. Ainsi, il ne pourrait plus jamais m'approcher sous prétexte d'affaires. Je passais la matinée à rassembler les pièces. Les papiers bruissaient sous mes doigts, familiers, presque rassurants. Les montants perdaient leur signification. 75 000 € pour le projet immobilier disparu dans le Sud, 50 000 € engloutis dans des serveurs de minage fantôme, 30 000 € envolés avec un partenaire véreux dans une aventure de restauration. Chacun de ces chiffres était une cicatrice.
Aujourd'hui, ces cicatrices allaient devenir des armes. Je pris mon vieux carnet d'adresses, jauni par le temps. Les noms défilaient. Marc Tissot, ancien président de la Chambre de commerce de Versailles. David Rousseau, président du Cercle d'investissement, les Aigles du Capital. Jeanne Lefebvre, directrice d'une agence de conseil en finance éthique. Tous avaient, à un moment ou un autre, fait confiance à Thomas. Tous avaient perdu de l'argent à cause de lui. Je composais 3 dossiers distincts, chacun contenant les documents d'origine, les preuves des pertes, et une lettre neutre, polie, signée seulement d'un pseudonyme. Un ami du milieu. Le texte tenait en quelques lignes. Vous trouverez ci-joint des éléments susceptibles d'éclairer vos précédentes collaborations avec M. Thomas Martin. Ces documents sont publics et vérifiables. Libre à vous d'en tirer vos propres conclusions. Pas d'accusation, pas d'émotion, seulement des faits. C'est toujours la vérité, nue, qui blesse le plus fort. À 14 heures, j'appelai un service de messagerie express. Une voix aimable répondit « Service courrier Paris-Île-de-France, bonjour ». « Bonjour, je souhaite envoyer 3 plis confidentiels, livraison dans l'après-midi. » Nom des destinataires ? Marc Tissot à la Chambre de commerce, David Rousseau au Cercle des Aigles et Jeanne Lefebvre à l'agence Axial Finance. « Parfait, monsieur. Enlèvement à quelle heure ? 15 heures. Paiement en espèces. » Très bien. Notez que pour ce type d'envoi, l'anonymat du client est garanti. Je raccrochai, un léger sourire aux lèvres. À 15 heures précises, le livreur, un jeune en blouson de cuir, casque sous le bras, frappa à ma porte. Je lui remis les 3 enveloppes scellées et la liasse de billets. « Discrétion absolue, » lui dis-je. « Toujours, monsieur. » Quand la porte se referma derrière lui, j'eus la sensation étrange de refermer aussi un chapitre de ma vie. Le soir tomba. Dans mon bureau, les papiers restants formèrent des piles nettes, comme les murs d'une forteresse bien défendue. Le téléphone vibra une première fois. Thomas. Je laissai sonner. Puis une deuxième, puis une troisième. Finalement, je décrochai. « Papa, enfin, pourquoi tu ne réponds pas ? J'étais occupé. Écoute, à propos d'hier, pourquoi t'es parti si vite ? Camille t'a dit quelque chose ? » J'étais fatigué, répondis-je froidement, et j'avais assez bu pour la soirée. Tu sais, Claire était très déçue. On voulait juste organiser une embuscade juridique ? Silence. « Je ne vois pas de quoi tu parles, balbutia-t-il. Bien sûr. Écoute, Thomas, je ne veux plus parler de ça. Passe une bonne soirée. Je raccrochai. L'horloge indiquait 15h30. Les enveloppes devaient déjà être entre les mains des destinataires. Je m'installai dans le fauteuil. Dehors, un orage commençait à gronder au loin. Je levai mon verre de cognac et murmurai « Bon courage, mon fils. Tu vas enfin apprendre ce que signifie la conséquence. » Le lundi matin, mon téléphone n'avait pas cessé de vibrer depuis 8 heures. Des anciens partenaires, des collègues, des amis. Tous cherchaient à confirmer les rumeurs qui circulaient. Marc Tissot avait comparé ses documents avec ceux de David Rousseau. David avait contacté Jeanne Lefebvre. En moins de 48 heures, la vérité s'était propagée comme un incendie dans la communauté des affaires locales. Thomas Martin, le jeune entrepreneur ambitieux, était désormais un nom qu'on prononçait avec méfiance. Phase 1, réussie. Il me restait la deuxième phase, la vérité sur Claire. Je passais la matinée à rédiger une lettre adressée au service des ressources humaines de Pinnacle Gestion and Patrimoine. Madame, monsieur, en tant que citoyen concerné, je souhaite attirer votre attention sur un possible manquement à l'éthique professionnelle d'une de vos collaboratrices, Madame Claire Martin. Les éléments joints démontrent sa participation à une tentative de fraude à l'encontre d'un client âgé en utilisant des documents légaux sous influence d'alcool. Je vous invite à vérifier ses récentes transactions, ainsi que ses relations avec certains investisseurs privés de Versailles. Respectueusement, un observateur inquiet. J'y joignis quelques photos du dîner, récupérées sur les réseaux sociaux, où Claire posait devant un buffet digne d'un mariage princier. Ces images, croisées avec leurs revenus déclarés, suffiraient à éveiller des soupçons. L'enveloppe partit le jour même, par coursier. Je n'avais pas besoin de plus. Les institutions se chargeraient du reste. Le lendemain après-midi, alors que je relisais quelques dossiers dans mon bureau, des coups violents résonnèrent contre ma porte. 3 coups secs, nerveux. En ouvrant, je les vis. Thomas, livide, les traits tirés. Claire, derrière lui, maquillage défait, regard de bête traquée.
On doit parler, dit Thomas d'une voix brisée. Entrez. Ils s'engouffrèrent dans le salon. Thomas fit les 100 pas, furieux. Tu sais ce que t'as fait? Tu m'as détruit. Tous mes contacts m'ont tourné le dos. Tissot, Rousseau, Lefebvre. Ils ont reçu des documents sur moi. Claire, plus calme, s'assit et me fixa froidement. Et mon entreprise a ouvert une enquête interne. Quelqu'un a envoyé une plainte anonyme avec des informations privées. Je l'ai regardé sans bouger, assis dans mon fauteuil. Je n'ai fait que dire la vérité. La vérité? Tu appelles ça de la vérité? Hurla Thomas. C'est de la vengeance? Non, c'est de la justice. Vous avez tenté de me voler. Vous récoltez les fruits de vos propres actes. Le visage de Claire se crispa. Étienne, c'était une erreur, un malentendu. Un malentendu avec des avocats cachés à l'étage? Elle pâlit. Camille m'a tout raconté. Et Hélène Dupont t'a vu crever mes pneus, Thomas. Le silence tomba, lourd comme une enclume. Thomas s'effondra dans le canapé, les coudes sur les genoux, la tête entre les mains. J'étais désespéré, murmura-t-il. Et tu as choisi la trahison. Je me levai lentement, les fixant tour à tour. Je t'ai donné tout ce que j'avais, Thomas. Du temps, de l'argent, la confiance. Tu as tout gâché. Il releva la tête, les yeux rouges. Et maintenant, tu veux qu'on crève? Non, je veux que vous appreniez. Je leur indiquai la porte. Allez, rentrez chez vous. Réfléchissez. Votre guerre est terminée. Ils sortirent sans un mot. Je restai seul, le silence revenu, la maison enfin redevenue mienne. 10. L'héritage. Le téléphone sonna. Camille. Papy, j'ai entendu parler d'une enquête au travail de maman. Ça va? Tout va bien, ma chérie, tu n'as rien à craindre. Les choses rentrent dans l'ordre. Tu leur en veux? Non, j'ai cessé d'en vouloir. Ce n'est pas la colère qui répare, c'est la vérité. Je t'aime, papy. Moi aussi, Camille. Et n'oublie jamais, la loyauté, c'est le vrai héritage d'une famille. Je raccrochais. Dehors, le vent faisait bruisser les arbres du jardin. Je pris une gorgée de café, observant la lumière du soir glisser sur les dossiers rangés. 40 ans de travail honnête restaient intacts. Et pour la première fois depuis longtemps, je respirais sans crainte. La pluie tomba toute la nuit. Un rideau fin, obstiné, qui recouvrait le jardin d'un voile argenté. Je ne dormis pas. Je restais là, dans mon fauteuil du salon, les lumières tamisées, le tic-tac régulier de l'horloge comme unique compagnon. Il y avait des moments dans la vie où l'on comprenait que certaines guerres ne se gagnent pas avec des cris, ni des armes, mais avec la patience du silence. J'avais passé l'âge des colères. J'avais seulement besoin de paix. Au petit matin, la maison sentait le café et le papier humide. J'ouvris les volets. Les pavés de la cour luisaient, propres comme lavés des trahisons. Le monde, lui, n'avait pas changé. Mais moi, oui. Une part de moi s'était durcie. Une autre s'était apaisée. Je pris ma tasse, m'assis devant le bureau et relus mes notes de la veille. Tout était en ordre. Les courriers avaient atteint leur destinataire. Les réponses commençaient à se propager. Les documents étaient classés. Thomas et Claire ne pouvaient plus rien tenter contre moi, pas sans se brûler davantage. Le monstre qu'ils avaient voulu réveiller, celui du calcul, du sang-froid et de la stratégie, s'était refermé. Et dans le silence, je retrouvais l'homme que j'étais, avant les querelles. Vers 10 heures, on frappa doucement à la porte. Quand j'ouvris, c'était Madame Dupont. Elle tenait un panier couvert d'un torchon. « J'ai fait une tarte aux pommes, dit-elle. Je me suis dit que ça vous ferait du bien. » Je souris, reconnaissant. « Vous êtes un ange, Hélène. » Elle me regarda longuement avant d'ajouter « Je les ai vus passer ce matin, le garçon et sa femme. Ils ne se parlèrent pas. Pas un mot entre eux. On aurait dit 2 étrangers. Je restais silencieux. Elle posa le panier sur la table, serra ma main et ajouta simplement « Vous avez bien fait, Étienne. Ce n'était pas de la vengeance, c'était une leçon. » Après son départ, j'ouvris la fenêtre. L'air sentait la terre mouillée et les lilas. J'entendis au loin le train pour Paris, le même que Thomas prenait jadis pour ses études. À l'époque, il partait chaque matin avec une énergie naïve, persuadé qu'il allait conquérir le monde. J'aurais voulu que le temps s'arrête là, à ce moment précis où il croyait encore que l'honnêteté suffisait. Je me demandais à quel moment il avait cessé d'être ce garçon. Peut-être que c'était ma faute. Peut-être que je lui avais appris trop tôt à se battre dans un monde où il aurait fallu lui apprendre d'abord à aimer. La journée s'écoula lentement.
J'allais au jardin, je taillais les rosiers, remis un peu d'ordre dans l'allée. Ces gestes simples, concrets, avaient toujours eu le pouvoir de me ramener à moi-même. Le crépitement du gravier sous mes pas me rassurait plus que n'importe quelle conversation. En fin d'après-midi, le téléphone sonna encore. C'était un numéro inconnu. Je décrochai sans réfléchir. « Monsieur Martin ? Ici le cabinet Pinnacle Gestion & Patrimoine. Nous confirmons la réception de votre courrier anonyme concernant Madame Claire Martin. Une enquête interne est en cours. Nous vous remercions de nous avoir alertés. » Je raccrochai sans répondre. Le devoir était accompli. Il n'y avait rien de plus à dire. Je m'assis dans le jardin, un verre de vin à la main. Le soleil perçait entre deux nuages, d'une lumière dorée qui effleurait les haies. Les oiseaux revenaient déjà picorer sur le mur. Tout semblait à nouveau paisible. Et pourtant, au fond de moi, il y avait un vide. Pas celui du regret, non, cela, je l'avais dépassé, mais celui du deuil. J'avais perdu un fils sans funérailles, un lien sans cérémonie. Et la mort de la confiance est une mort plus lente, plus cruelle que toutes les autres. Je me surpris à murmurer son prénom. Thomas. Un souffle, un souvenir. Rien ne répondit, sinon le vent. Le lendemain, une lettre m'attendait dans la boîte aux lettres. Une enveloppe blanche, sans adresse d'expéditeur. L'écriture, nerveuse, était celle de mon fils. Je restai longtemps à la contempler avant de l'ouvrir. « Papa, je ne sais pas par où commencer. Tout s'est effondré. Claire a perdu son poste. Mes anciens partenaires ne veulent plus me parler. Tu as gagné. Je suppose que tu avais raison surtout. Mais sache une chose, je n'ai jamais voulu te détruire. Je voulais seulement exister à côté de toi, ne plus être ton ombre. J'ai mal agi, je le sais. Si tu veux me haïr, fais-le. Mais dis à Camille que je l'aime. Thomas. » Je relus la lettre plusieurs fois. Chaque phrase me lacérait d'une douleur sourde. Ce n'était plus l'homme manipulateur que j'entendais, mais le garçon perdu, celui que j'avais autrefois pris par la main. Je rangeai la lettre dans un tiroir. Ni pardon, ni oubli, seulement la trace d'une vérité. Vers le soir, Camille m'appela. « Papy, papa est parti. Il a pris quelques affaires. Il n'a rien dit. Maman pleure. Laisse-le, ma chérie. Parfois, il faut se perdre pour se retrouver. Tu crois qu'il reviendra ? Je l'espère. Mais ce sera un autre homme. Et toi, tu vas bien ? Oui, je vais bien. Parce que j'ai encore toi. » Elle resta silencieuse, puis dit doucement. « Tu es fort, papy. » Je souris. Non, je ne l'étais plus vraiment. Mais il fallait qu'elle le croie. Après l'appel, je restai dehors longtemps. Le ciel s'assombrissait. Les lumières des maisons voisines s'allumaient une à une, comme des îlots de chaleur dans la nuit. J'entendis Madame Dupont fermer ses volets. La ville s'endormait, tranquille, inconsciente du drame qui venait de s'y jouer. Je regardais mes mains. Elles avaient bâti des murs, des ponts, des maisons, mais elles n'avaient pas su garder une famille unie. Peut-être que c'est cela, le prix de l'ambition. On construit le monde autour de soi et, sans s'en rendre compte, on détruit celui qu'on aime. Je rentrai, rangeai mes dossiers dans un coffre, verrouillai le tout. Puis j'éteignis les lumières, une à une. Dans la pénombre, la maison avait l'air plus vaste, plus calme. Avant d'aller me coucher, je posai la main sur la photo de Camille. Elle souriait, lumineuse, insouciante. Je murmurai « Tout ce que j'ai protégé, c'était pour toi. Que la vérité soit ton héritage, pas la rancune. » Je m'allongeai enfin, les paupières lourdes, et pour la première fois depuis des semaines, je dormis sans rêve. Le lendemain, au lever du soleil, j'allais ouvrir les volets. L'air du matin entrait, frais, clair. La vie, malgré tout, continuait. Et dans le silence de cette maison redevenue mienne, je sentis qu'un nouveau chapitre pouvait commencer.